Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre escale politique. Escale politique aujourd'hui qui marque son escale ici au quartier d'Yatta pour rencontrer un jeune politique. Il est analyste politique, son nom Trésor Paboumbaki. Avec lui, nous allons parler de la politique, sa vision politique. Nous allons parler de la crise économico-financière avec le coronavirus. Nous parlerons aussi de la jeunesse. La présidentielle ne manquera pas. Mais avant tout cela, je vous propose d'abord de suivre sa bio express. Le temps pour moi de mettre mon masque. Né le 21 mars 1985 à Pointe-Noire, c'est depuis sa maison d'adolescence que Trésor Paboumbaki est en contact avec la politique. C'est là qu'il a le béguin de la politique et y est moulé. Lui, qui est fils d'un député dans le premier arrondissement de Lumumba à Pointe-Noire et ministre des Transports à l'époque, Rigobert Paboumbaki. Titulaire d'un Master 2 en ingénierie civile de l'école internationale Dauphine au Bénin, celui que Giscard Maungu va rencontrer avait moins de 25 ans quand il est membre du Conseil national de l'UPADES, parti qu'il quittera pour se mettre en retrait de la vie politique active. Quand vous lui posez la question « Pourquoi était-il parti de l'UPADES ?», lui répond « Le discours politique de manière générale est creux ». Manager B&I chez Bureau Veritas, Trésor Paboumbaki est depuis sa mise en retrait volontaire analyste politique et se spécialise sur des questions d'alternance en Afrique. C'est donc auprès de lui, libéral convaincu, qui n'a pas encore fini avec la vie politique active, que Escale politique a marqué son escale. Monsieur Trésor Paboumbaki, merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. On est venu dans le cadre de Escale politique. Bien, merci. Merci bien. Bien. Bonne arrivée alors. Merci. Je vous prie de rentrer. Merci. Monsieur Paboumbaki, merci de nous recevoir chez vous, mais je vous prierai, puisque nous avons gardé la distance, on peut enlever les masques pour parler. Merci encore de nous recevoir chez vous. Vous êtes analyste politique, pourtant vous étiez avant en plein dans la politique. Vous vous êtes détaché. Pourquoi? Pour regarder un peu, au lieu d'être un acteur actif, un acteur dedans. Pourquoi? Déjà, il faut noter que le fait de pouvoir être un acteur en plein dans le mille, il vous est très difficile de pouvoir cerner un certain nombre de problèmes parce que vous avez une posture déjà et une position déjà toute faite. Et c'est là aussi la nécessité qui s'est imposée vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui m'ont poussé, bien évidemment, de prendre un peu de recul pour mieux voir et comprendre les véritables soucis des populations sans pour autant avoir un angle de vue déjà préalablement défini. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré, pour un début, d'abord me retirer pour pouvoir revenir un peu plus tard. Sans être indiscret, vous dites certaines nécessités vous ont fait de telle sorte que vous puissiez prendre du recul. C'est quoi ces nécessités pour un acteur politique que vous étiez, que vous êtes? Oui, déjà, la nécessité qui s'imposait à l'époque, c'était bien évidemment la manière que avaient et qu'ont aussi des acteurs politiques aujourd'hui de pouvoir appréhender les véritables problèmes des populations. À cela, j'aimerais dire qu'en tant qu'acteur politique sur la scène politique congolaise, il faut noter que nous passons tellement outre un certain nombre de problèmes de fond au lieu de pouvoir mieux les appréhender. Et c'est pour ça que par des carences d'analyse, bien évidemment très pointues, donc j'ai été amené avec un certain nombre de pratiques politiciennes qui ne me convenaient pas, de pouvoir prendre du recul, comme je l'ai dit tantôt, pour mieux revenir. Quand vous dites carence politique, vous vous adressez à la classe politique, si je comprends bien. Oui, c'est bien ça, parce que... il y a une certaine carence dans notre classe politique. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, la classe politique n'appréhende pas au mieux les problèmes du Congo et des Congolais pour pouvoir garantir, bien évidemment, un avenir meilleur. Les acteurs politiques ont certains projets de société. Ils ont une certaine vision de la société. Ils ont une certaine vision des problèmes qui minent les Congolais. Pour vous,
c'est du pipeau. Il faut dire les choses très clairement. Je ne dirais pas que c'est du pipeau, mais lorsque vous allez vous pencher bien évidemment dans ces projets-là, vous vous rendrez compte que très souvent c'est du creux. Pourquoi c'est du creux? Parce que les réels problèmes des Congolais, nous les connaissons tous. Quand vous allez dans les quartiers, vous rencontrez des citoyens, vous discutez avec eux, les problèmes que nous avons sont réels. Et normalement, on devait avoir des solutions venant de la classe politique et même de l'élite aussi pour pouvoir les solutionner. Mais or, lorsque vous voyez que ce soit le discours qui engrange la ligne politique de l'opposition, c'est tout simplement « dégage-toi pour que je m'y mette ». Et là, je fais allusion aux opposants qui disent que Sassou doit quitter pour que eux qui puissent venir sans pour autant avoir un projet bien conçu. Pareil aussi pour les acteurs de la majorité qui très souvent ne proposent rien de concret vis-à-vis au problème des Congolais, mais maintiennent une position pour dire voilà, nous avons déjà un champion qui est là et donc nous allons le soutenir jusqu'à la fin et quitte même aux prochaines élections à venir. Et c'est ça le véritable souci, alors que la situation des Congolais se dégrade de jour en jour et il serait nécessaire que chacun de nous, notamment la classe élitiste, de pouvoir prendre le taureau par les mains pour proposer des vraies solutions. Et si donc moi je comprends votre démarche, vous étiez membre du Conseil national de l'UPADES à l'époque, vous êtes sorti de là parce que c'était creux là-bas. Oui, en fait, pour rappeler un peu l'histoire très rapidement, c'est que de l'extérieur, les populations pensent qu'il n'y a que dans un certain nombre des partis politiques, dont je ne citerai pas le nom, notamment ceux de la majorité, qu'il y a carence de débat. Mais à mon retour de l'étranger, après mes études, bien évidemment, j'ai compris que même au sein des partis politiques de l'opposition, il y avait carence de débat et même pire encore. Et donc c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais jugé bon, je pense, à juste titre, de pouvoir me retirer pour pouvoir me constituer une vraie base solide, d'aller rencontrer les populations, d'échanger avec chacun d'eux pour pouvoir constituer des vrais problèmes des Congolais. Vous vous retirez de l'arène politique pour regarder les sujets politiques un peu de loin, un peu décalés, et vous pensez apporter quelque chose concrètement à la population, alors que vous n'êtes que dans la réflexion, vous n'êtes plus dans l'action active. Au fait, cela peut paraître comme ça, mais très clairement, il faut comprendre que lorsque vous êtes un peu plus en retrait, vous voyez bien évidemment et les problèmes et les différentes propositions des solutions que propose chaque acteur politique. Et vous avez la capacité de pouvoir les jauger pour vous rendre compte si ces propositions sont faisables, réalistes et peuvent bien évidemment régler les problèmes du pays ou non. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque Congolais doit normalement être un acteur du changement pour pouvoir bien évidemment jauger la quintessence des projets de chaque candidat ou de chaque parti politique pour se faire une idée et savoir quel est le bon. Moi, je veux comprendre bien parce que vous dites chaque acteur doit être un acteur. Non, chaque citoyen. Chaque citoyen doit être un acteur de changement. Vous estimez être un acteur du changement, si je comprends bien aussi, mais vous vous décalez de la pratique même. C'est de là-bas qu'il faut apporter le changement. Vous mettez en retrait. Comment vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas une incohérence? Non, c'est pour ça que j'ai tenu à dire qu'il était impératif qu'à un moment que je puisse me décaler pour mieux préparer un retour. C'est pour ça que je prendrai même l'occasion de profiter de votre présence ici. Je vous en prie. Voilà, pour dire très clairement que par rapport à cette carence que nous avons eu à noter sur la scène politique, j'annoncerai très clairement mon retour l'année prochaine sur la scène politique en ayant un projet politique capable de pouvoir aider un certain nombre de nos concitoyens. Quand vous dites l'année prochaine c'est 2021. Et la plupart des acteurs politiques, quand on parle 2021, parlent de la présidentielle. Est-ce que vous y lorgnez aussi? Non, en fait, il y a des choses qu'il faut expliquer aux Congolais. Oui. Il y a un certain nombre des acteurs politiques qui, lorsqu'ils parlent de 2021, ils lorgnent effectivement les élections présidentielles. Or, le véritable souci des Congolais, ce n'est pas une élection présidentielle qui viendra les solutionner. Mais bien évidemment, il faut vraiment concevoir un bon projet capable de pouvoir booster l'économie et le social des citoyens congolais. Donc quand je dis que l'année prochaine, je ferai officiellement mon retour sur la scène politique et que je serai porteur d'un projet politique, ce n'est pas pour être candidat. Mais c'est bien évidemment pour pouvoir imposer un certain nombre d'idées avec un projet bien conçu, cohérent et finançable.
On veut comprendre. Vous voulez faire votre comeback en 2021, mais avec les mêmes acteurs politiques que vous dénoncez aujourd'hui. Vous dénoncez le creux du discours. Est-ce qu'en 2021, il y aura plus ce creux-là que vous dénoncez aujourd'hui? Non, en fait, les acteurs politiques dont nous avions eu à dénoncer dans le passé et qui aujourd'hui exercent toujours sur la scène politique seront toujours là. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est que le discours que nous allons pouvoir porter et que nous prenons aujourd'hui est un discours réellement basé sur un aspect du changement. C'est-à-dire nous allons apporter de la valeur ajoutée sur des problèmes des Congolais avec des propositions claires, concrètes et réalisable. C'est ça qui fera bien évidemment notre ligne de démarcation avec la classe politique existante. Vous n'avez pas peur que certains disent de vous une certaine incohérence dans la démarche politique? Vous êtes, à vous entendre souvent parler, je vous ai suivi, vous êtes un acteur politique de conviction de droite. Vous étiez dans un parti politique de conviction de gauche ou de centre-gauche. Centre-gauche. Vous êtes un homme de droite qui est dans un parti de gauche. Est-ce qu'il n'y a pas là déjà une incohérence chez vous-même avant de critiquer les autres? Sur l'échiquier politique congolais, il est très difficile de pouvoir cartographier les gens par rapport à la gauche et à la droite, comme cela se fait en France. Oui. Mais ici, il faut noter une chose, que la plupart, sinon la majeure partie des partis politiques congolais sont des partis dits de gauche ou de centre-gauche. Oui. Par rapport à la carence, bien évidemment, d'une pensée purement libérale dans notre pays, et c'est ce qui montre aussi les insuffisances de notre société et de même... Nous avons des partis libéraux dans ce pays aussi, hein, oui. soit dit en passant. Non, nous avons des partis libéraux sur le papier, mais dans la faisabilité, dans le discours, dans la ligne politique, il n'y a rien à voir avec l'esprit libéral. Et même l'esprit démocrate. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer qu'il y a un grand fossé entre le discours politique et les écrits qui constituent leur statut et règlement intérieur. C'est pour ça que nous avons bien évidemment des carences. Parce que comment pouvez-vous expliquer que deux grands partis politiques au sein d'un même pays, oui. Je fais allusion à l'UPADES d'un côté et le PCT qui partagent la même idéologie, mais aujourd'hui s'opposent. Okay. Mais ils ne s'opposent pas parce qu'ils ont une divergence dans la gestion du pays, mais ils s'opposent parce qu'ils ont une divergence dans la qualité des hommes qui dirigent ces partis politiques. C'est pour ça d'ailleurs que nous devons sortir de la conception des hommes pour pouvoir prôner ce qu'on appelle des principes capables de pouvoir nous aider à avancer. C'est bien, c'est une bonne profession de foi. Comment sortir de là? Parce qu'il n'y a pas que le PCT et l'UPADES, il y a plein de partis politiques et c'est devenu un peu le rythme dans notre pays. Vous prenez un autre discours, dites-nous comment vous faites pour faire sortir de là. Est-ce que ce n'est pas aussi le discours comme tout le monde dit, au fond, c'est juste la profession de foi? En fait, cela peut paraître comme étant du déjà-vu, c'est vrai, mais 60 ans après les indépendances, aujourd'hui, tous les Congolais sont à mesure de faire ce qu'on appelle un diagnostic du pays. Oui. On est tous d'accord que les choses ne marchent pas et dans divers domaines qui sont même la majorité des secteurs d'activité. Et c'est pour ça que par rapport à cette carence, qu'aujourd'hui la classe politique n'arrive pas à résoudre les véritables soucis du pays et des Congolais, il est nécessaire que les élites puissent s'y engager. C'est pour ça d'ailleurs que nous parlons de la responsabilité sociétale de l'élite, qui doivent chacun, dans son secteur d'activité, puisse parler pour pouvoir éclairer la lanterne populaire et pouvoir aussi aiguiller ce qu'on appelle la sphère politique, afin que chaque acteur politique qui se déclare être soucieux du développement du pays et des Congolais puisse se saisir de ces différentes questions pour constituer son projet de possibilité. Dans notre pays, on sait aussi que faire la politique seul n'a jamais fait gagner quelqu'un. Vous êtes dans cette pensée, peut-être vous critiquez le creux du discours des autres. Qui est avec vous? Qui vous comprend? Qui vous accompagne? En fait, votre question se place dans l'optique d'une élection. C'est pour ça d'ailleurs que vous me posez la question que personne ne peut gagner seul. Mais repartons. Oui, mais non, mais forcément, dans un parti, oui, c'est une convergence d'esprits et des hommes, des femmes qui convergent ensemble pour pouvoir créer une dynamique pour répondre aux besoins de la population. Cette dynamique-là, il y a des gens qui sont avec vous? Bien évidemment. Je ne suis pas seul. Je suis à la tête d'un mouvement
qu'on appelle le mouvement citoyen pour le changement. Et donc, mouvement je coordonne. Pour le changement. Oui. En fait, c'est tout simplement pour faire comprendre qu'aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, la population congolaise a tant attendu un changement venant de la classe politique, donc de l'élite, et qu'aujourd'hui, force est de constater que ce changement-là que nous attendons depuis tant d'années doit émaner purement et simplement de la population. C'est pour ça que nous avons choisi le nom, premièrement, d'un mouvement citoyen pour le changement. Donc ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent impulser le changement qu'ils veulent pour le pays et pour le bien de tous. Dans un pays où la citoyenneté, où la morale, on ne va pas me critiquer si je dis que c'est en délitement, vous pensez que c'est cette population-là qui va impulser les changements sans un réel changement de mentalité, sans un réel changement du caractère citoyen, vous pensez? C'est pour ça d'ailleurs que notre entrée officielle en politique, notre retour ne se base pas sur le calendrier électoral, mais se base bien évidemment sur les réels problèmes des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, il est clair de pouvoir dire que la classe politique a notamment 6 mois qui lui restent pour pouvoir aller à une élection. Et dans ces 6 mois, le peuple va pouvoir décider. C'est pour ça d'ailleurs qu'à travers notre organisation, nous profitons des espaces comme celui le vôtre pour pouvoir passer un certain nombre de messages pour leur permettre de pouvoir percevoir les attentes des populations vis-à-vis des échéances politiques et de la situation sociale, économique et politique d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on ne s'inscrit pas dans le calendrier électoral de 2021, mais purement, on s'inscrit sur une bataille, comme vous l'avez su le dire, pour pouvoir réveiller la citoyenneté du Congolais qui sommeille aujourd'hui pour qu'il soit demain capable de pouvoir se prendre en charge lui-même et pouvoir contribuer au développement sociétal du pays. Alors, comment vous, M. Trésor Pabou Mbaki, entrevoyez-vous la politique quand vous feriez votre comeback? La politique, c'est quoi? C'est notamment, pour une définition purement sommaire, c'est l'art de gérer la cité. Oui, mais aujourd'hui, lorsque vous voyez face aux problèmes qu'ont des Congolais, vous voyez la gestion qui est en face, c'est une gestion chaotique. Et là, je vais parler là des membres de la majorité. Mais lorsque vous analysez aussi des propositions des acteurs politiques dits de l'opposition par rapport aux problèmes de ces Congolais, vous sentez également du creux. Pourquoi? Parce que les hommes politiques congolais, ceux notamment de l'opposition, ne s'appuient pas sur les problèmes des Congolais, mais s'appuient sur des questions qui on peut qualifier, qui sont imaginaires. Je prends un exemple tout simple. Lorsque les acteurs politiques de l'opposition, au lieu de pouvoir s'atteler sur les véritables soucis des Congolais, aujourd'hui vont pouvoir réveiller le débat sur le fichier électoral. On va y revenir. Okay. Je vous en prie. Pour vous, c'est un faux débat. Non, mais c'est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, pour être très clair, le fichier électoral n'a jamais fait gagner un candidat, quel qu'il soit. Ce qui fait gagner un candidat, c'est une adhésion massive et populaire de tous les citoyens qui désirent un véritable changement. Mais si un acteur politique est dans l'incapacité de pouvoir prendre position et faire des propositions claires et nettes, capables de trouver des solutions réelles, réalistes pour des problèmes que sont confrontées ces populations, eh bien, croyez-moi, ces populations n'iront pas voter parce qu'il y a un fichier qui est clair, qui est limpide. Non, les populations sortent pour aller soutenir un projet lors d'une élection et non parce que les populations sont peut-être déçues de la manière dont gère la majorité. Mais il faut aussi savoir que les gros du populaire ne peuvent jamais être récupérés par une classe politique lorsque cette classe politique n'est pas active sur ces problèmes. Cette classe politique qui n'est pas active, c'est l'opposition, c'est ça? Oui, au fait, nous ne devons pas tout simplement nous atteler pour dire lorsque les choses ne marchent pas, c'est forcément la majorité. La majorité est comptable à majeure partie. Je pourrais même m'hasarder à dire à 100%. Mais lorsque vous avez en face ce qu'on appelle un contre-pouvoir moribond, un contre-pouvoir qui n'est pas capable de jouer son rôle, premièrement, de lanceur d'alerte, deuxièmement, son rôle de pouvoir éclairer l'opinion, il est force de pouvoir constater que la population ne sera jamais partie prenante lors d'une élection. C'est pour ça que je ne comprends pas votre discours. Vous critiquez cette opposition qui est moribonde. Vous y étiez pour réveiller cette opposition, mais elle est toujours moribonde.
Oui, en fait, c'est pour ça. Vous avez échoué, c'est ça? En fait, on ne peut pas dire que j'ai échoué. Mais par contre, lorsque vous arrivez quelque part et que vous constatez l'insuffisance ou bien l'incapacité de pouvoir apporter un réel changement, il est nécessaire de pouvoir se retirer pour pouvoir y revenir plus tard. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu bon et que je me suis retiré pour revenir le moment venu. Et les insuffisances dont je suis en train de pointer du doigt, ce sont des insuffisances réelles. Aujourd'hui, on est confronté à une crise économique qui a commencé depuis déjà plus de 3 ans. Aujourd'hui, à cela s'ajoute une crise sanitaire. Mais lorsqu'on voit des propositions d'en face, que ce soit celle de l'opposition, que ce soit celle prônée par la majorité, on ne voit rien du tout. Mais par contre, chaque jour qui passe, il y a des citoyens congolais qui perdent de l'emploi. Il y a des familles congolaises qui meurent de famine. Il y a des familles congolaises qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à joindre le 2 bouts du mois. Parce qu'il faut rappeler que bien avant la crise, les familles congolaises, selon les chiffres internationaux, ne vivaient qu'avec moins de $1 par jour. Et aujourd'hui, avec les différentes crises qui nous frappent, vous convenez avec moi que la situation ne fait que s'empirer. Mais par contre, en face, on ne voit aucune proposition capable de pouvoir dire si nous adoptons telle proposition, on va s'en sortir. Mais le seul discours qui constitue aujourd'hui les acteurs politiques de l'opposition, d'une partie bien évidemment, c'est de pouvoir dire aujourd'hui le pays est mal géré, allons aux assises, allons à une conférence nationale bis. Les Congolais n'attendent pas une conférence nationale bis. Il faut dire la vérité aux Congolais, c'est que ce que les Congolais attendent, c'est qu'on puisse leur pondre des solutions capables de résoudre leurs problèmes. Mais si aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de pouvoir donner premièrement mon point de vue, comment je vais demander à tout le monde qu'on puisse se réunir pour parler des problèmes des Congolais? Il faudrait que chacun puisse d'abord donner son point de vue et là, on saura quel est le point de vue qui prime et qui arrive à capter l'adhésion populaire. Vous êtes de l'opposition, mais votre discours soutient un peu la majorité présidentielle. Non. Pierre Moussa est un bon allié. Hein? Non, il faut faire le distinguo. Oui. Moi, je me place sur des principes. Aujourd'hui, ce qui tue notre pays, c'est parce que nous avons des oppositions. Quand je parle des oppositions, je ne parle pas simplement de l'opposition, mais je parle des oppositions qui existent entre ceux de la majorité et ceux qui constituent l'opposition, qui sont basés sur des guéguerres d'hommes ou bien de postes. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la philosophie. C'est pour ça d'ailleurs que dès le début, j'ai beaucoup apprécié lorsque vous m'avez présenté comme étant un homme de droite, donc un libéral. C'est ce qui manque dans notre pays ici. Aujourd'hui, lorsque nous faisons ce qu'on appelle même nos discours politiques, nous nous plaçons beaucoup plus dans le social. Et c'est pour ça que nous avons les difficultés de pouvoir l'implémenter ou bien implémenter nos différents projets politiques parce qu'en face, nous n'avons rien comme mécanisme pour pouvoir financer ces projets. On parle de la gratuité de l'école, on parle de la gratuité de la césarienne. Mais lorsque vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que cette gratuité n'existe pas. Parce que, et bien évidemment, il y avait ce qu'on appelle le discours de l'homme politique basé de gauche, qui est souvent basé sur du social, mais derrière, il n'y a pas de mécanisme existant pour pouvoir impulser le financement et le rendre réellement effectif. C'est ça l'opposition que nous prenons. Nous ne prenons pas une opposition parce que le président de la République n'a plus besoin de voir ma tranche de tête et me sort du gouvernement et demain je me constitue en opposition contre lui. Aujourd'hui, notre opposition doit être une opposition réelle, capable de pouvoir répondre aux besoins des populations. Ce n'est pas une opposition d'hommes, mais c'est une opposition de principe. De principe et d'idées de droite. Donc pour vous, il faut qu'il y ait des gens de la droite, mais vraiment de la droite, pas de la droite du discours simplement, de la droite dans la pratique pour renverser les choses, c'est ça. C'est nécessaire parce que depuis plus de 60 ans, nous appliquons une politique dite de gauche, mais cette politique n'a jamais apporté de réelles solutions aux problèmes des Congolais. Et il est nécessaire de tirer la sonnette d'alarme pour dire voilà, aujourd'hui, depuis 60 ans, voilà dans quel chemin vous vous souvenez. Aujourd'hui, il est, à notre avis, nécessaire de pouvoir apporter de la lumière pour dire il y a aussi d'autres principes, d'autres idées que nous pouvons prôner pour pouvoir sortir notre pays, tout en se basant bien évidemment sur les réalités. Parce que dans un pays comme le Congo, il faut expliquer aux gens, ce n'est pas forcément mieux de pouvoir implémenter une politique dite de droite dure, donc c'est-à-dire de l'ultralibéralisme. Mais avec nos pratiques, avec notre doctrine, il est nécessaire de pouvoir implémenter ce qu'on appelle une politique libérale, mais basée sur ce qu'on appelle le social, donc le libéralisme ancré dans le socialisme. Vous avez parlé de 2021. 2021, tous les Congolais savent que
il y aura, sauf impondérable, la présidentielle. Est-ce que pour vous, c'est un moyen aussi, je ne prends pas la présidentielle sous le prisme politique seulement, mais une porte pour véritablement sortir le Congo de sa situation actuelle pour trouver des réponses économiques à travers cette élection? Est-ce que c'est possible que le Congo puisse changer avec toujours des hommes de gauche, puisque la plupart de ceux qui se prononcent jusqu'à aujourd'hui sont des hommes de gauche? Face à une difficulté, il faut toujours voir ce qu'on appelle une opportunité. Quelle est l'opportunité? L'opportunité qui s'offre à nous en 2021, c'est une opportunité de pouvoir changer les choses. Oui. Et cette opportunité est aujourd'hui à la portée de tous les citoyens capables de pouvoir exercer leur droit de vote. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, excusez-moi de vous couper comme ça, vous dites que vous apportez la solution, mais ce ne serait pas vous qui serez aux commandes. Oui. Vous serez, puisque vous faites votre comeback en 2021, dans l'opposition, on imagine. À moins que vous ne nous avez pas dit, vous serez opposition ou majorité? Il faut qu'on puisse aussi... Notre ligne politique est claire. Oui. Nous avons dit que les acteurs politiques qui composent la sphère politique d'aujourd'hui sont des acteurs politiques dits de gauche, avec des projets politiques que vous connaissez qui n'ont jamais donné ce qu'on appelle des réels rendements de valeur vis-à-vis à la situation des populations congolaises. C'est pour ça que notre ligne politique est claire. C'est une ligne politique libérale, une ligne politique de droite. Avec des propositions. Dans notre pays, vous avez su le dire. Il y a ceux qui sont de gauche, qui sont à l'opposition, qui sont à la majorité. Il y a des partis de droite qui sont au gouvernement. Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est qu'à ne pas confondre les principes de droite qui sont très souvent mentionnés dans les statuts et règlements intérieurs avec la pratique politicienne que prônent ces acteurs. Donc aujourd'hui, on peut se réclamer bien évidemment être un parti de droite, mais dans un gouvernement de gauche comme cela se passe ici au Congo, eh bien, vous remarquerez avec moi que le ministre dont vous faites allusion, je ne veux pas citer son nom, mais aujourd'hui tient un ministère qui est en panne d'activité parce que normalement, ça fait partie des piliers du développement lorsque ce ministère est bien géré. Mais si vous voyez avec les différents problèmes que nous avons aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à pouvoir s'en sortir parce que, bien évidemment, la recherche n'avance pas. Parce que, bien évidemment, l'aspect qualifiant qu'aujourd'hui bloque ce qu'on appelle l'employabilité des jeunes Congolais sur le marché de l'emploi. Donc, lorsque vous réunissez tous ces problèmes-là, vous conviendrez avec moi que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui prônent l'identité dite libérale, mais dans l'implémentation de leur politique et même de leurs actes, il n'y a rien. Vous savez bien sûr que lui ne peut qu'appliquer les recommandations de celui qui est à la tête, qu'il est de la gauche, vous le savez très bien. Vous êtes en train de parler d'un homme qui est à la droite, mais qui est dans un gouvernement de gauche. Et vous êtes en train de... C'est pour ça, c'est pour ça que nous parlons évidemment aussi des principes. Parce qu'en tant qu'acteur... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisqu'il est dans un gouvernement de gauche, même s'il est de la droite. On l'a vu en France, de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je n'aimerais pas qu'on puisse s'attarder sur le débat d'hommes. Que je puisse vraiment nous attarder sur des problèmes de principe, des problèmes liés aux problèmes des Congolais. Oui. Parce que c'est ce qu'eux, ils attendent de nous. Okay. Ils attendent que nous puissions aborder des véritables soucis. Aujourd'hui, on va relancer l'école. Aujourd'hui, on va réouvrir ce qu'on appelle l'économie. Parce qu'on est frappé à travers plusieurs crises. Qu'est-ce qu'il faut faire en face? C'est ça que les Congolais attendent. C'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention pour dire 2021 est une chance que nous avons, mais que chaque citoyen doit pouvoir s'enquérir d'un certain nombre de principes minimums pour pouvoir imposer ce qu'on appelle le débat. Parce que lorsque les acteurs politiques viennent nous voir, généralement, il n'y a pas ce qu'on appelle des échanges. Or, les citoyens aujourd'hui doivent être en mesure de comprendre ce que propose l'homme politique pour lui apporter oui ou non son soutien lors d'une élection. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que ce n'est pas un grand programme, j'insiste sur grand, un grand projet, changer d'abord l'homme congolais? Ce n'est pas ça ce que vous êtes en train de prôner, puisque l'homme actuel, on sait, il est dans... C'est ce que nous prenons.
Et c'est pour ça qu'on ne veut pas l'inscrire dans le calendrier électoral, parce que le calendrier électoral, il nous reste 6 mois. Or, nous travaillons pour un Congo de demain. Nous travaillons pour que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on parle du Congo sur une bonne facette. Mais qu'on ne parle pas du Congo tout simplement parce que X a été candidat pour une élection présidentielle et dont il n'a rien apporté de nouveau. C'est ça la différence. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, les populations doivent pouvoir être audibles à notre message pour comprendre le fond de notre message et non s'y atteler sur les problèmes d'hommes. Mais si d'aventure la population arrive à comprendre, à percevoir notre message, sera outillée pour pouvoir échanger avec les différents acteurs politiques qui vont pouvoir se porter candidats en 2020. Vous n'êtes pas le seul à avoir des messages. Tout le monde a des messages. Pourquoi on va écouter vous, pas les autres? Mais parce Quel est l'argument que vous avez de plus que les autres n'auront pas? Parce que les autres, leur message, c'est que l'on puisse les rallier. Alors que nous, notre message, c'est que prenez garde. En fait, on demande à la population de prendre garde. Parce que nous arrivons à ce qu'on appelle un moment décisif. Et que la décision des citoyens congolais est attendue pour soit un lendemain meilleur, soit un lendemain similaire à la situation d'aujourd'hui. C'est ça la quintessence de notre message. Nous ne nous inscrivons pas dans le discours de dire « il faut soutenir un tel, il faut faire ceci ». Non, nous nous disons très clairement « voilà, on est confronté à un problème de chômage dans notre pays ». À cela s'ajoute la crise. Les sociétés congolaises sont en train de licencier des Congolais jour après jour. Et que la classe politique, que ce soit celle de la majorité comme celle de l'opposition, ne réagissent pas, sachant bien évidemment que notre système de protection sociale est soutenu par les cotisations de CNSS de ces travailleurs-là. Voilà la réalité du message. C'est pour ça que les gens doivent écouter le message pour comprendre, afin que le lendemain, lors des échanges avec les différents acteurs politiques qui vont pouvoir solliciter leur suffrage, de dire « Ok, mais par rapport à telle situation, quelles sont vos propositions ?» C'est ça le vrai message. Nous sommes en train d'échanger avec M. Trésor Pabumbaki, qui est analyste politique, qui vient de Pointe-Noire. Oui, bien évidemment. Et merci encore d'accepter de nous ouvrir votre porte pour nous recevoir. Mais je voulais, comme on va faire une sorte d'escale aussi, hein, nous sommes à escale politique, est-ce qu'on peut, par exemple, aller quand même dans la ville? Je ne suis pas un guide touristique, mais on peut faire aussi en plein air si vous consentez à ce que cela se fasse. Non, je suis tout partant. Pourquoi? Parce que cela aussi va nous permettre de pouvoir voir de nous-mêmes, de nos propres yeux, les réels problèmes des Congolais. Ok, d'accord. Mais on y va et puis on va trouver un endroit pour poursuivre notre entretien. Okay. Ben, je vais remettre... Merci. OK. Merci, monsieur Pabumbaki. Je constate que vous avez retiré votre costume. Nous avons remis les masques parce que nous sommes un peu proches pour, comment on appelle, respecter les gestes barrières. Oui. On a parlé de la politique, mais je voulais aussi parler de l'économie avec vous. Selon vous, puisque nous avons un peu abordé la présidentielle, selon vous, quels seront les enjeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la présidentielle de 2021? Les enjeux de la présidentielle 2021 sont multiples. Mais par contre, l'urgence absolue du moment nous exige que l'on puisse sortir le pays sur le chiquier économique afin de lui permettre de pouvoir retrouver non seulement ses lettres de noblesse, mais aussi sa place dans le temps. Parce que, frappé par un certain nombre de crises, d'abord une crise économique en 2017, qui perdure jusqu'en 2020, où nous avons encore connu la crise sanitaire. C'est pour ça que l'opportunité des élections de 2021 met aussi un certain nombre d'enjeux auxquels nous nous y attendons et que nous pensons que l'homme politique, quel que soit son bord politique, sera à mesure de nous proposer un très bon canevas pour résoudre cette question. Mais concrètement, c'est un discours concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, il faut booster ce qu'on appelle l'employabilité. Mais par contre, par rapport à la crise, il y a une solution qui est maintenant très urgente. C'est laquelle? C'est de pouvoir
fluidifier ce qu'on appelle la liquidité de l'argent dans l'économie réelle du pays. Cela se fait, bon, tant mieux que mal, avec beaucoup plus de réticence, parce qu'on a vu très récemment un certain nombre de banques commerciales aux côtés du gouvernement congolais mettant en place 300 milliards de francs CFA pour pouvoir accompagner le secteur privé. Mais ça aussi, ça ne peut pas à elle seule comme mesure pouvoir booster l'économie. Pourquoi? Parce que nous avons un taux directeur capable d'influencer le taux d'emprunt à 2 chiffres dans notre territoire qui n'encourage pas. Je vais juste vous inviter de vous asseoir tout en respectant la distance. Comme ça va nous permettre de retirer, de retirer nos masques. Monsieur Paboumaki, tout à l'heure vous parliez de taux directeur. Nous sommes devant un public dont certains pourront peut-être se poser des questions. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Taux directeur, c'est bien évidemment le taux d'intérêt auquel les banques commerciales empruntent auprès de la Banque centrale. Et bien avant le mois d'août, ce taux directeur était à 5%. C'est ce qui faisait que les banques commerciales, bien après que la Banque centrale ait créé de la monnaie au début de la pandémie, avaient des difficultés pour pouvoir s'en enquérir parce que ces frais étaient trop élevés. Alors que, bien évidemment, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place qui ont permis à ce que ce taux directeur soit baissé jusqu'à 3,25. Et aujourd'hui, les différentes banques, tout à l'heure, je vous ai parlé des banques qui ont souscrit à un prêt et qui sont aujourd'hui à mesure de mettre 300 milliards dans l'économie congolaise afin d'accompagner les entreprises privées. Mais le véritable souci, c'est quoi? C'est que le Congolais lambda ne le perçoit pas. Parce que le taux d'intérêt avec lequel lui-même, normalement, est censé emprunter de l'argent reste le même, donc reste à 2 chiffres. C'est un frein pour pouvoir booster l'économie réelle. C'est pour ça que nos dirigeants, notamment les 6 chefs d'État de la zone économique dont nous constituons, puissent se réunir pour pouvoir baisser encore ce taux directeur pour pouvoir permettre aux Congolais lambda et même au secteur privé de pouvoir emprunter à des taux beaucoup plus bas. On va faire la politique fiction. Vous êtes président de la République du Congo. Qu'est-ce que vous allez faire? Si je suis président de la République du Congo aujourd'hui, il faudrait que l'on mène des tractations rapides avec les 5 autres chefs d'État de la communauté économique dont nous formons pour pouvoir baisser premièrement le taux directeur qui est aujourd'hui, bien évidemment, il faut saluer cet acte qui a été ramené à 3,25, mais il faut encore faire davantage parce que nous avons la possibilité de le ramener même à 1% parce que nous sommes dans une zone économique dont l'inflation est stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on le ramène à 1%, les banques commerciales qui empruntent auprès de la Banque centrale vont pouvoir emprunter avec 1% de taux d'intérêt et que nous, les citoyens lambda, avec le secteur privé, vont pouvoir emprunter auprès des banques commerciales à des taux beaucoup plus bas. C'est ça qui va pouvoir relancer ce qu'on appelle notre tissu économique. Parce que si on ne le fait pas, bien qu'il y aura des fonds disponibles dans les différentes banques commerciales, mais le Congolais, étant dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ses propres besoins immédiats, ne pourront pas faire face à un emprunt à taux à 2 chiffres. Et ça, c'est un frein que les chefs d'État, normalement, doivent s'y atteler maintenant pour pouvoir trouver des solutions. Vous raisonnez dans un pays où la bancarisation n'est pas la tasse de thé du citoyen lambda. Comment on fait? Comment on fait? Ça, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'économie congolaise. Et là, j'aimerais d'abord attirer l'attention parce que pour relancer notre économie, il va falloir d'abord, premièrement, sauvegarder les acquis que nous avons dans le secteur économique, c'est-à-dire sauvegarder les emplois, c'est-à-dire accompagner le citoyen, notamment les jeunes, pour pouvoir aller vers l'emploi. Or, pour que les entreprises puissent créer de l'emploi, il faudrait que l'État puisse créer un espace, un environnement propice pour leur permettre de le créer. Notamment, par exemple, la réduction des coûts de production. Parce que nous sommes l'un des rares pays de notre sous-région avec un coût de production très élevé par rapport aux Camerounais, par rapport aux Gabonais et par rapport à d'autres pays de la sous-région. C'est pour ça que le chef de l'État, avec son gouvernement et même les hommes politiques de l'opposition puissent se saisir de ce dossier-là pour que ces derniers puissent faire des bonnes propositions
comment est-ce que nous allons faire face à la question de l'employabilité, c'est-à-dire aider les entreprises à créer de la richesse, à ne pas confondre avec le phénomène de mise à disposition du personnel qu'on appelle couramment les sous-traitances. Ça ne crée pas ce qu'on appelle l'emploi capable de pouvoir supporter notre tissu de protection sociale. Donc, puisque souvent on utilise beaucoup la sous-traitance, il ne faut pas. En fait, la sous-traitance, dans son étymologie originelle, est une bonne chose. Mais par contre, chez nous, on l'applique mal. Parce que lorsqu'on dit une entreprise est sous-traitance de telle autre entreprise, c'est parce que la première entreprise est dans l'incapacité de pouvoir gérer un certain nombre d'affaires, donc sous-traite ce genre d'affaires à d'autres entreprises, mais qui, en son sein, emploient des Congolais ou bien un certain nombre de travailleurs. Or, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle l'entreprise qui crée un marché et sous-traite dans des entreprises qui n'emploient pas des Congolais, mais par contre qui utilisent des Congolais sur la base d'un simple job. Donc, leur travail n'est pas protégé. Du coup, nous avons dans notre marché du travail un bon nombre de gens, notamment plus de 80% des travailleurs, même dans le secteur privé, ne constituent que de la sous-traitance. Et c'est ça qui bloque même le phénomène de financement de notre système de protection sociale parce que donc, le tissu il faudra de bien que l'employabilité nous commencions est cassé et est à en train de protéger s'effriter ceux qui jusqu'à aujourd'hui. Protéger nos acquis d'aujourd'hui, c'est-à-dire je ne parle pas des acquis. Sauvegarder les emplois du moment. Oui. Protéger nos acquis d'aujourd'hui, c'est-à-dire sauvegarder les emplois du moment pour pouvoir aussi encourager ce qu'on appelle les jeunes à trouver de l'emploi. Donc accompagner les entreprises à trouver de l'emploi par le biais de la réduction des coûts de production. Ce que je veux dire par la réduction des coûts de production, c'est quoi? Aujourd'hui, en termes de cotisation, en termes de charges, nous avons les charges les plus élevées. Quand vous totalisez les charges dans notre pays, nous sommes à 22,3%. Enfin, 0,35%. Mais par contre, lorsque vous allez au Cameroun d'en face, où ils sont plus nombreux, chez eux, le taux tourne autour de 12,7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'attractivité économique, un employé va pouvoir créer ce qu'on appelle de la richesse, un investisseur, va pouvoir préférer aller créer de la richesse au Cameroun que de venir la créer ici, chez nous. C'est pour ça que le gouvernement et même la classe politique doivent se saisir de ces questions-là, parce que c'est ça qui sont les clés pour créer de l'emploi pour les Congolais. Oui, mais la classe politique, c'est vous. La classe politique, c'est le gouvernement. Je reviens encore sur une question que je vous ai posée tout à l'heure. Ça veut dire que jusqu'à là, on est en train d'échouer, puisque cela ne se fait pas. Mais si, je vous ai dit tout à l'heure que tous les jours, chaque jour qui passe, il y a des sociétés qui sont amenées à mettre les gens à la porte. Donc, à supprimer de l'emploi, des emplois pour pouvoir encourager ce qu'on appelle de la sous-traitance. Ça veut dire que dans notre politique du travail même, nous sommes en train de fausser. C'est pour ça que la question liée à l'emploi et au travail doivent être les questions au centre même du discours politique pour cesser de dire simplement que nous, on se constitue comme étant le candidat de la jeunesse, le candidat de l'emploi, sans pour autant se saisir des réelles questions qui feront vivre l'emploi dans notre pays. Dans notre pays, vous parlez de l'emploi, mais on a plus parlé en termes de ressources humaines, le plan national de développement. Est-ce que ce n'est pas aussi une piste pour rattraper un peu ce que vous êtes en train de dire? Dans le plan national de développement, on a mis l'homme véritablement. Mais le tout récent plan national du développement, donc le PND, on l'appelle PND 2018-2022. Aujourd'hui, on est en fin 2020. Mais lorsque je vous cite ce qui se passe aujourd'hui, je vous peins le tableau de ce qui se passe aujourd'hui, vous vous rendrez compte que les choses n'avancent pas. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que nous avions écrit dans le plan national du développement 2018-2022 avec la réalité sur le terrain. La ressource humaine chez nous est mal utilisée et il faut tirer la sonnette d'alarme parce que demain, nous serons dans l'incapacité de trouver des cadres congolais à même de pouvoir gérer le pays et ça se fait ressentir. Tout à l'heure, on a vu avec la grogne sociale tout ce qui se passe autour de la direction du CHU où le gouvernement est incapable de pouvoir trouver un Congolais compétent pour gérer cette structure. Ce n'est pas
de la compétence qui manque quand même, puisqu'il y a eu déjà des Congolais qui ont géré cette structure hospitalière. C'est peut-être sur la base du contrat que le Congo a signé avec ce centre canadien. Oui. En fait, la compétence au Congo y est. Oui. Le problème, c'est que la gestion de cette compétence ne suit pas. Parce que lorsque vous êtes un pays sérieux, 60 ans après les indépendances, vous allez signer un contrat avec une institution canadienne où vous laissez ce qu'on appelle la tête de la plus grande structure hospitalière de votre pays aux mains des étrangers. Moi, je ne connais aucun pays dans le monde qui s'est développé avec à sa tête les étrangers. Mais par contre, c'est en faisant confiance à la ressource nationale qu'on arrive à pouvoir implémenter une vraie politique de développement. Parce qu'aujourd'hui, admettons que ce contrat apporte satisfaction et qu'on arrive à trouver les réelles solutions aux problèmes du CHU. Est-ce que le gouvernement va consentir à pouvoir envoyer uniquement les directeurs canadiens dans tous les centres hospitaliers du pays? Ça, c'est un problème, ça, c'est une question. Ça ne concerne que le CHU, vous savez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le CHU, qui constitue une vitrine pour notre système de sécurité sanitaire, il faudrait qu'on puisse pouvoir s'inscrire dans une vision du développement durable, c'est-à-dire placer les ressources qu'il faut à ces postes de responsabilité et pouvoir créer ce qu'on appelle les protocoles. À l'époque, je ne vais pas vous l'apprendre, dans notre système sanitaire, il y avait ce qu'on appelle les CAT, conduite à tenir. Face à tel cas, dès que vous vous présentez par exemple dans un centre hospitalier, les infirmiers, les médecins, tout le monde savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans toutes nos structures, vous ne trouverez plus les procédures. Et lorsque les procédures sont inexistantes, la gestion même du management au sein de nos organisations ne sera que biaisée. Donc il faut d'abord réorganiser le système, mettre en place des procédures capables de pouvoir... Est-ce que tout ce que vous dites là, ce n'est pas la corruption des consciences, la corruption qui est endémique dans notre pays, qui en est la cause? La corruption peut être en partie, mais si je dois situer les questions de la corruption liées à notre modèle de gestion, je parlerai plutôt de la corruption à haut niveau. Ça veut dire quoi? Parce que la corruption, ce n'est pas simplement une affaire d'un corrupteur avec un corrompu. Mais lorsque un État qui dépense autant de milliards dans la formation de ses ressources est incapable de pouvoir utiliser ces mêmes ressources dans des postes de responsabilité afin de pouvoir créer ce qu'on appelle un environnement propice pour ses citoyens, là, on parlerait aussi de la corruption. Comment ça, l'État a mis de l'argent pour la formation, même s'il n'a pas pu prendre ces gens-là pour les placer quelque part? Comment vous comprenez cette corruption? Parce que moi, je ne comprends pas. En fait, dans des pays sérieux, on ne blague pas avec l'argent de l'État, ce qu'on appelle l'argent du contribuable. L'argent du contribuable ne peut qu'utilisé qu'à des fins essentielles. Aujourd'hui, aucun pays, même notre gouvernement, ne peut pas justifier le fait qu'il dépense des milliards pour former le citoyen congolais et en face être incapable de pouvoir l'embaucher pour l'utiliser. Mais par contre, va embaucher un expatrié à des fonctions qui devraient normalement revenir à ceux dont il même a eu à former. J'ai abordé la question de corruption, parce que lorsqu'on parle de l'économie, il y a aussi la question qui est endémique dans notre pays, la situation qui est endémique dans notre pays, la corruption. Le Congo a mis en place une haute autorité de lutte contre la corruption. Vous y croyez? Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que cette haute autorité de lutte contre la corruption n'est pas nouvelle. Bien avant elle, il y avait une institution qui existait, qui avait même, en son temps, je me rappelle, en 2018, pondu un rapport très poignant qui citait un certain nombre des cadres du pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Ça veut dire que ce n'est pas en changeant de nom de la structure et même l'organisation de la structure que nous allons trouver satisfaction. Lorsque vous étudiez au mieux cette question, vous vous rendrez compte que la lutte contre la corruption, ce n'est pas une lutte d'hommes. Mais il faut créer des conditions de satisfaction sur toute la chaîne de l'administration afin de permettre à quiconque de pouvoir être responsable au sein de son travail. Ça sert à rien de mettre des gens dans des structures
pour lutter contre la corruption. C'est ce que vous voulez Non, faire quoi? ça sert à quelque chose lorsque ces mêmes personnes-là font réellement leur travail. Mais lorsque on remplit des structures, des gens qui au finish ne font pas leur travail, il n'y a pas de raison d'être. C'est pour ça que nous, qui sommes ce qu'on appelle les acteurs de la vie citoyenne, nous devons attirer la sonnette d'alarme pour dire oui, c'est vrai, on a créé une structure, mais cette structure n'est pas récente. Elle est sortie des cendres d'une structure déjà existante qui a eu à pondre un certain nombre de rapports. Ces rapports-là, est-ce qu'aujourd'hui on doit prôner ce qu'on appelle la continuité de l'administration ou ces rapports doivent être écartés pour pouvoir refaire un nouveau travail? C'est ça, aujourd'hui, 2 ans après le rapport de M. Lamir Nguélé, si je ne me trompe pas, il n'y a rien qui s'est fait. Pas d'autosaisine de la justice, même la saisine de la justice par le biais de ce rapport. Ce qui revient à dire que même le discours que nous avons, que les autorités ont aujourd'hui, même la classe politique, de dire il y a la corruption, nous devons lutter contre la corruption. On a mis des moyens en jeu, on a créé des institutions de lutte contre la corruption, mais rien ne se fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se plaît à créer un cadre, mais qui ne fonctionne pas. Parce que le discours, comme vous dites, il est creux. Le discours, il est creux. C'est même ça, les vrais exemples, et qui viennent nous montrer et confirmer ce que nous sommes en train de dire. Alors, j'aimerais toujours être dans la politique fiction. Vous êtes responsable de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner ce qu'on appelle des moyens clairs et des missions claires aux agents dont nous recrutons. Aujourd'hui, je vous ai dit que ce sont des institutions créées dont le statut est même bien clairement défini. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons étudié la question si et seulement si ces structures possèdent des moyens pour faire leur travail? Mais ça, c'est une question qui, pour moi, qui est secondaire. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord un rapport qui est pendant, qui est là, qui existe, sur la base desquelles l'État devrait normalement mener un certain nombre d'actions pour dissuader les Congolais qui voudront se lancer dans la corruption. Donc, vous accusez le gouvernement, vous accusez la faiblesse de l'action du procureur de la République, vous accusez l'action de tous les acteurs qui concourent à lutter contre la corruption. Le citoyen est un acteur majeur dans ce qu'on appelle la gestion d'un pays. Nous nous rendons compte qu'aux citoyens. Et en l'écoutant, on se rend bien compte que le citoyen est au courant qu'il y avait un rapport qui avait été pondu par M. Lamir Nguélé. Première des choses. Le citoyen est au courant que 2 ans après ce rapport, il n'y a jamais eu d'autosaisine de la justice congolaise. Deuxième constat. Troisième constat, on crée ce qu'on appelle une nouvelle structure et on veut faire comprendre aux mêmes citoyens qui savent qu'il y a des choses qui ont déjà été faites que nous allons faire. C'est pour ça que les pragmatiques disent il vaut mieux un tien que 2 tu l'auras. Aujourd'hui, les Congolais sont fatigués des promesses que nous allons mettre en place telle structure pour pouvoir résoudre tel problème. Les Congolais veulent, sur la base de l'existant, qu'on résolve leurs problèmes. Ça, c'est vous qui le dites, et les téléspectateurs d'Escale Politique sont en train de vous suivre. Je voulais insister sur 2 ou 3 questions concernant un peu l'économie. Nous sommes en pleine crise économico-financière. Ajouter à cela le coronavirus. Le gouvernement est souvent accusé de plus privilégier le côté sanitaire que le côté économie de la chose. Parce que nous sommes en face d'une crise sanitaire, nous sommes aussi en face d'une crise économique. Est-ce que vous partagez cet avis? Au regard des retombées économiques qui surviennent depuis la venue de cette pandémie, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que aucune des mesures qui ont été mises en place, à mon humble avis, visait à sauvegarder ce qu'on appelle les acquis économiques. Parce que je rappelle encore que depuis 2017, le Congo est frappé par une crise économique et qui avait même changé de forme pour devenir une crise financière parce qu'à un moment, le Congo n'avait plus de finances pour faire face à ses besoins de fonctionnement normal. Ça, c'est un premier constat. Et deuxième constat, au regard de toutes
toutes les mesures mises en place. Prenons par exemple la mesure du couvre-feu. La mesure du couvre-feu bloque ce qu'on appelle le fonctionnement normal de l'économie du pays, que ce soit le secteur informel sur lequel les Congolais vivent au mieux, ou beaucoup plus, que ce soit le secteur formel qui aujourd'hui peine à relancer. Pourquoi? Parce que les mesures que prennent nos autorités sont des mesures contradictoires. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Nous avons un patronat qui, au début de la crise, avait demandé au gouvernement de pouvoir lever le couvre-feu dans Pointe-Noire et Brazzaville, ou de pouvoir le ramener de 23h à 5h, afin de permettre à un certain nombre d'entreprises qui travaillent 24 heures sur 24 de pouvoir assurer le fonctionnement de 3 équipes. Mais après un certain temps, le couvre-feu a été toujours maintenu à 20h et puis à un moment ramené à 22h. Mais ce qui n'arrangeait toujours pas le secteur privé à pouvoir garantir le fonctionnement de ces activités normales 24 heures sur 24. Je voulais rappeler que nous sommes en train d'enregistrer cette émission et le gouvernement et la coordination nationale de gestion de la pandémie du Covid-19 se réunissent aujourd'hui. Il se peut aussi que les mesures sur le couvre-feu soient revues et on nous parlerait de 23 heures au lieu de 20 heures à Brazzaville et à Pointe-Noire. Est-ce que le gouvernement a entendu le patronat? Sur cet angle-là, si jamais le gouvernement venait à acter cette décision, ça serait déjà un premier pas qu'on peut être à mesure de saluer. Mais toujours est-il, à mon sens, je n'ai pas trouvé la quintessence de maintenir le couvre-feu. Parce que le couvre-feu coûte d'abord un cher à l'État, parce qu'il faut pouvoir mettre ce qu'on appelle l'armée en mission la nuit, et donc pouvoir faire face à un certain nombre de primes de mission. Ça, c'est une chose qu'on en parle très peu. Et deuxième des choses, c'est qu'on bloque le fonctionnement de l'économie, alors que notre pays, non seulement fait face à une crise sanitaire, mais il y a aussi sa première ressource, qui est la ressource pétrolière, qui voit ses cours chuter. Donc, ça veut dire que par le biais des échanges qui pouvaient être intensifiés sur le marché congolais, mais qui est aujourd'hui bloqué par le couvre-feu, l'économie congolaise prend encore un deuxième coup. Ça veut dire que nous perdons doublement en maintenant le couvre-feu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est nécessaire qu'on puisse le faire sauter, mais bien évidemment en imposant le respect des mesures barrières dans les espaces publics et le port obligatoire du masque. Je m'adresse à l'acteur politique, à une personne qui a une certaine vision, telle que vous nous avez dit. Il y a la rentrée qui pointe, il y a un souci de transport parce que c'est limité. Vous, quelle est votre appréciation? Bon, l'appréciation, elle sera diverse. Diverse pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où nous avons 3 ministères de l'enseignement, au lieu d'en avoir qu'un seul. Et donc, il va falloir prendre cette question-là sous les 3 angles. Premièrement, j'aimerais parler du ministère de l'éducation primaire, secondaire. Enseignement primaire, secondaire, voilà, et de l'alphabétisation. Voilà. Bon, là, je n'aurai pas trop de choses à dire par rapport à l'organisation qui est le sien dans cette question. Mais toujours est-il, il faut louer la première activité qu'ils ont eu à mettre en place, l'école à domicile, et attirer l'attention de ces autorités pour leur dire c'est bon, c'est une opportunité. Aujourd'hui, avec l'instauration des mesures barrières, il faut encore aller dans ce sens et pouvoir créer ce qu'on appelle un vrai espace capable de pouvoir organiser des cours à domicile à tous les niveaux. Ça, c'est un point. Maintenant, il ne faut pas oublier la réalité parce que nos enfants aussi doivent aller à l'école. Et par rapport à ça, l'État doit mettre en place ce qu'on appelle un plan d'urgence, un plan Marshall. Parce que nous avons des salles de classe où vous avez 100 élèves par classe. Alors que, en respectant les mesures barrières, nous n'aurons pas assez de classes, de salles de classe pour pouvoir recevoir tous les élèves. C'est pour ça que, très rapidement, l'État doit pouvoir prendre le taureau par les mains pour résoudre cette question. Premièrement, en ajoutant un certain nombre de salles de classe. Deuxièmement, en recrutant le personnel nécessaire capable de pouvoir diffuser. Est-ce que vous n'êtes pas dans le beau rôle lorsque vous dites au gouvernement, c'est vrai que c'est dans ses attributions d'ajouter un certain nombre de classes. Nous sommes à quelques 2 semaines de la rentrée des classes. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous êtes dans le beau rôle? Non, vous n'êtes pas... Non, en fait, quand je dis le gouvernement,
Je parle des actions que le gouvernement est censé mener. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui prône ce qu'on appelle la reconnaissance de la propriété privée. Ça veut dire que même le secteur privé peut, dès aujourd'hui, pouvoir créer ce qu'on appelle des écoles. Et c'est au gouvernement de pouvoir faciliter les mécanismes pouvant amener à créer une école privée, afin que chaque école puisse pouvoir s'accommoder aux réalités des exigences des dits ministères. Maintenant, pour revenir sur les deux autres ministères, Oui. qui à un certain moment étaient toujours fermés, et aujourd'hui ils ont jugé bon de relancer l'université Mariam Gouabi, c'est bien, mais il va falloir aussi, premièrement, intégrer l'aspect des cours en ligne, ça c'est très important, et aussi de pouvoir prôner ce qu'on appelle les cours à distance. Parce que nous n'avons pas assez de structures aujourd'hui capables de recevoir tous les Congolais. Et donc nous devrions nous accommoder et trouver les mécanismes. Et ça, c'est le rôle du gouvernement, de pouvoir créer un cadre pour accompagner les acteurs que privés ou de l'État dans ces secteurs. Vous dites mettre des cours en ligne dans un pays où la pénétration de l'Internet est faible. Est-ce que ce n'est pas un discours, on va dire, pas utopique, mais bon, c'est pas un discours limité quand même? Les pessimistes vont pouvoir le prendre comme étant un discours limité. Mais les réalistes, eux, ils vont comprendre la pertinence du message que nous sommes en train de passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'on pointe du doigt la pénétration de l'Internet sur le territoire national. Mais aujourd'hui, il n'y a pas qu'Internet. Lorsque nous parlons de ça, nous donnons effectivement des pistes de réflexion à tous les acteurs politiques, que ce soit ceux de la majorité comme de l'opposition, de pouvoir égrener et voir les différentes options. Il y a Internet, il y a la télévision, il y a des chaînes de radio. Aujourd'hui, dans les villages, il y a des postes récepteurs de radio. Dans ces villages, toutes les cases n'ont pas de télévision aussi. Mais c'est vrai, mais vous convenez avec moi que tous les villages du Congo n'ont pas des écoles. Mais par contre, les gens font un certain nombre de déplacements pour aller se former. Nous sommes face à une urgence. On ne doit pas rester et se baigner dans ce qu'on appelle l'idéal. C'est vrai qu'il nous manque des salles de classe. C'est vrai qu'il nous manque de ce qu'on appelle de la ressource humaine capable de pouvoir constituer le corps enseignant. Mais nous avons aussi en face ce qu'on appelle les nouvelles opportunités capables de pouvoir solutionner ces problèmes. J'aimerais bien continuer avec vous, mais bon, nous sommes à la télévision. Hélas, le temps nous est un peu imparti. S'il y avait le dernier mot, ça sera dans quel domaine et pourquoi? S'il y avait un dernier mot, ça serait dans ce qu'on appelle la citoyenneté. Aujourd'hui, le Congo est très en retard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, afin que nos citoyens comprennent les choses. Le Congo est en retard dans tous les domaines, vis-à-vis de ses voisins, au même niveau de développement que nous. Et par rapport à ça, le citoyen ne doit plus se laisser berner par des discours vains, mais plutôt doit échanger avec les différents acteurs politiques sur ce que constitue leur projet. On ne va pas aller voir les dames qui sont souffrantes pour leur parler des microcrédits, parce que les microcrédits n'ont jamais développé un pays. Il faut pouvoir encourager ce qu'on appelle le crédit pour permettre à chaque citoyen de mieux investir et de s'en sortir dans sa vie. C'est pour ça que nous attirons l'attention des citoyens afin qu'ils puissent échanger, que nous avons les échéances électorales qui vont arriver, c'est une bonne chose, mais que les échanges avec les différents acteurs politiques ne puissent pas se limiter sur des pots de vin de la faim, mais plutôt que les citoyens se saisissent de ces opportunités pour poser des véritables questions par rapport à leurs souffrances et par rapport à leur réalité. Merci bien, Monsieur Trésor Paboumbaki. Ça a été un plaisir pour nous, l'équipe d'Escale Politique, d'échanger avec vous. Et on espère aussi vous revoir à une autre occasion. On espère aussi que vous allez toujours nous ouvrir votre porte de maison et échanger encore avec vous. Nous étions en entretien, un bâton rompu avec Monsieur Trésor Paboumbaki. Il est analyste politique. Nous avons essayé un peu de parler de la politique dans notre pays, un peu de l'économie, la crise économico-financière et plein d'autres sujets. Nous voulons juste vous rappeler que Escale Politique, c'est tous les mardis
à partir de 19h20. Donc, nous prenons rendez-vous avec vous pour un prochain numéro et ça sera toujours avec le même plaisir. Merci.